Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, je voudrais vous parler et vous expliquer ce qu'est un RAG. R-A-G. Autrement dit, un RAG, qui s'appelle plus communément Retrieval Augmented Generation, est associé à un LLM, associé à une IA, et qui va nous permettre de travailler avec des données issues de nos propres data. Alors je vais essayer de vous expliquer ça en détail. C'est là-dessus que je suis en train de travailler en ce moment pour mon application Jarvis. Et je pense que dans les besoins futurs de nos clients avec Fruxio, ça va être vraiment quelque chose qu'on risque de nous demander dans les prochains mois. Je ne dis pas années, parce qu'à mon avis, ça va aller très très vite. Et il faut qu'on puisse expliquer aux clients qu'est-ce qu'un RAG et comment ça pourrait fonctionner en interne. Alors, on sait tous qu'un LLM, si vous allez sur OpenAI, sur Claude ou sur Copilot ou quoi que ce soit, est entraîné sur un large modèle de langage. C'est pour ça qu'on l'appelle LLM et qu'il est entraîné sur des datas qui proviennent de toutes les configurations de plusieurs sources et on l'a entraîné sur un très grand large panel d'informations. Aujourd'hui, ce qui intéresserait plutôt les entreprises, ce serait de dire je voudrais avoir mon propre modèle de langage, je voudrais avoir ma propre recherche sur mon système d'information et entraîner sur mes données. C'est là où le RAG va pouvoir éventuellement aider les entreprises à pouvoir travailler avec leur propre modèle de données et que ces données, surtout, ne sortent pas de l'entreprise. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand on donne à manger à ChatGPT des documents PDF de nos entreprises, on ne sait pas derrière ce qu'ils en font, mais on sait que de toute façon, ça participe à l'élaboration et à l'entraînement du modèle de langage. Alors, pourquoi je voulais vous présenter cette vidéo? Parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ça va être le tournant et peut-être la petite porte pour que les entreprises adaptent l'IA à leur configuration et dans leur process au quotidien. On sait qu'un LLM va, en fonction de la demande que vous allez lui faire, va être très généraliste, surtout si la personne qui prompte la demande n'arrive pas à prompter correctement sa demande. Par contre, ces LLM ne sont pas en mesure d'avoir accès à une base de connaissances personnalisée. Sur des documents de tout type dans une entreprise, par exemple, il va falloir l'alimenter et encore moins, les entreprises vont brider ChatGPT ou vont brider les utilisateurs pour ne pas aller télécharger des documents afférents à l'entreprise directement dans un ChatGPT ou dans un Claude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'évolution des LLM, il serait intéressant, par exemple, de se baser sur leur capacité de pouvoir comprendre et exécuter des requêtes en fonction d'une recherche d'informations précises dans une base de connaissances existante. Donc, d'où l'approche du RAG, qui consiste à combiner un algorithme de recherche d'informations avec un LLM et qui sera en mesure de comprendre la requête et d'apporter une réponse détaillée à l'utilisateur. Alors, si on regarde ici notre petit schéma, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a notre LLM. Ici, on a ici notre utilisateur. Et notre utilisateur peut poser des questions et avoir des réponses à notre RAG. Mais celui-ci va utiliser uniquement un External Data Store. Donc c'est une base de données de stockage externalisée qui peut être interne à l'entreprise, bien sûr, et surtout avec les données de l'entreprise. Donc c'est comme ça que va fonctionner le RAG. Alors, on va pouvoir ajouter du contexte lorsqu'on communique avec ce LLM. Notamment, on va pouvoir lui fournir des infos supplémentaires, comme des définitions, des exemples, des cas de situation,
on va pouvoir alimenter ce LLM avec tout un tas de types de documents. Si je prends ici le schéma de la data connexion, ce qu'on peut voir, c'est que à partir de multiples sources, qui peuvent être d'ailleurs externes pour alimenter mon RAG, on va pouvoir, en fonction des réponses, apporter un LLM et faire en sorte que la taille du contexte augmente. Plus en fournir des mots en entrée au LLM, et plus il sera capable d'emmagasiner de l'information et de ressortir de l'information derrière en arrière-plan. Alors concrètement, comment ça marche? Comment ça marche? Très simplement, on va lui alimenter par des sources, donc ça peut être des PDF, ça peut être des docs, ça peut être toutes sortes de fichiers qui peuvent alimenter, ça peut être du web, etc. On va précharger ici avec un embedder vectoriel nos LLM qui vont transcripter ici toute cette information, la transformer en data numérique vectorielle. Donc c'est ici, on va pouvoir déterminer le hachage de la data. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ça va vous paraître obscur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette donnée va être stockée ici dans une base de données, donc vectorielle, où on va pouvoir donc utiliser cette base de données afin que notre LLM puisse venir puiser dedans. Et donc ici, la partie retrieve, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser via un chatbot externe et qui sera utilisé par les utilisateurs dans l'entreprise, ou carrément quelque chose de vocal pour pouvoir interroger, un peu comme ce que je vous ai mis en place pour mon projet Jarvis. Donc en fait, on va voir plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de récupération, ici, depuis la source jusqu'au store, ici. On va avoir, donc le but étant bien sûr d'extraire toutes les informations pertinentes et la base de connaissances, et que cette recherche puisse se faire sur des mots-clés qu'on verra plus tard. Ensuite, il va y avoir l'étape de génération, où ici, dans la partie retrieve, on va pouvoir questionner et interroger notre LLM. Alors, je ne vais pas rentrer concrètement dans le splitter et comment ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que par exemple, ici, on a un modèle de base de données. Voilà, où quand on a fait l'embedding de nos documents, il est venu splitter en plusieurs tronçons chaque phrase, chaque mot, de manière à pouvoir, lui, s'incrémenter et se créer une base de données. Et en fait, ici, une base de données vectorielle, comment ça marche? En fait, si vous voulez, à chaque mot qu'il a tronçonné ici, on peut voir qu'il a mis des vecteurs. Et ces vecteurs vont lui permettre, en fonction de ce qu'on va lui demander, de se rapprocher d'une réponse. C'est comme ça que fonctionne une base de données vectorielle. Ici, on va utiliser du coup notre base de données. Et quand on va lui demander, ici, à partir des sources, d'alimenter notre base de données, ici notre vector store, donc une base de données vectorielle, on va pouvoir ici lui demander d'avoir soit un embed, donc c'est-à-dire de pouvoir l'alimenter avec notre question et de pouvoir avoir une réponse en même temps alimentée depuis notre base de données et notre embed de questionnement. Alors, ici, on va pouvoir voir comment ça se passe véritablement et ici via une automatisation. Techniquement, ce que je fais, c'est que par exemple ici, j'alimente ma base de données via des documents que je mets dans mon Google Drive. Alors je vais peut-être grossir un peu, on va zoomer un peu. Voilà. Donc j'alimente mes données ici que je viens mettre dans mon Google Drive. J'alimente automatiquement ici ma base de données. Donc ici c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Lui il met des documents PDF, il met des courriers, il met des rapports dans ce fichier, dans ce dossier Google Drive. Et ça vient alimenter automatiquement
et traiter l'embedding ici via un OpenAI ou via tout autre LLM qui vient tronquer chaque mot et créer cette base de données. La deuxième étape, c'est à chaque fois ici que l'utilisateur va poser une question, soit via le chat, soit via un chat vocal, comme j'ai fait pour Jarvis, ça va venir utiliser un question answer chain, donc il va venir être alimenté par, toujours pareil, par un LLM, donc de l'OpenAI par exemple, et il va aller puiser sa réponse dans la base vectorielle ici, qu'on a alimentée un peu plus tôt. Et il va venir nous faire une réponse, ici en réponse webhook, parce que je suis sur un modèle vocal, mais il pourrait refaire une réponse via le chat, sans aucun problème. Donc ça serait la face cachée de l'automatisation. Ce qui se passe derrière, concrètement, c'est qu'ici, on va retrouver, si on pose notre RAG ici sur un outil de chat, on retrouve en fait le même processus qu'ici plus haut, où je retrouve ici un embedding avec une alimentation de fichiers PDF. Ici, on ne voit pas bien. Je vais peut-être grossir un peu. Voilà. On vient récupérer ici nos fichiers PDF. Le LLM tronque et sectionne les mots-clés et les éléments. Il vient enregistrer ça dans notre base de données. Et c'est réutilisable ici avec notre conversational chain, ici, pour pouvoir poser les questions à notre LLM. Donc là, j'ai fait un petit test où je lui ai simplement mis ce genre de document, vous allez voir. Voilà, donc ici, comment digitaliser son processus de vente en B2B, et je peux venir lui poser des questions concernant toute cette documentation directement via la partie chat. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir travailler uniquement sur ma data et pas qu'il me sorte des trucs d'hallucinogènes comme ferait un LLM qui serait connecté ou une interrogation directement depuis OpenAI dans notre cas de figure. Voilà concrètement comment fonctionne un RAG. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on continue sur notre lancée. Et Jarvis qui va bientôt pouvoir répondre à des questions bien précises dans mon cas. Donc je vous dis à bientôt. Bon week-end.